Bonjour et bienvenue dans Celles qui rêvent de devenir écrivain. Alors dans cet épisode, je vous parle de correction, d'auto-édition, de genre, de qualité et de quantité, de temps de travail et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le samedi 20 août 2022. Je suis toujours en train de faire les corrections suite à la dernière relecture de ma mère. On a bossé ensemble il y a une petite semaine, pendant 2h30, on a repris les 60 premières pages de mon texte qu'elle avait corrigé après avoir relu en me disant voilà tout ce qui lui semblait en trop, afin que je comprenne un peu mieux ce qu'elle voulait dire. Et quand je parle avec elle, ça me semble évident. Et puis quand j'essaye de faire l'exercice toute seule, là, tout se casse la gueule. Pour parler crûment, et je sais plus ce qui est en trop, ce qui n'est pas assez, là où je prends le lecteur trop par la main, là où je devrais être un peu plus explicite, je me perds complètement. Alors par exemple là j'ai cette phrase qui dit « Que lui restait-il aujourd'hui ? Des désirs en suspens, des besoins inassouvis, un vide béant que rien ne comblait. Après avoir connu l'osmose, l'apothéose des âmes sœurs, tout était retombé au plus bas. Comment pouvait-il se contenter d'une telle platitude après avoir vécu les flammes de la passion ? Alors, déjà, si je prends la deuxième phrase, donc que lui restait-il aujourd'hui ? Bon, ça à la limite, la question, elle est légitime, elle peut se poser. Alors j'ai pris des désirs en suspens, des besoins inassouvis. Je me suis posé la question, est-ce que désir en suspens et besoin inassouvis, ça ne voulait finalement pas dire la même chose ? Et puis en réfléchissant, je me suis dit, non, des désirs et des besoins, ce n'est pas pareil. Le désir, c'est avoir envie de quelque chose. Un besoin, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est un peu impérieux, qui permet de garder son équilibre en fait. Ça se confond quand même un peu, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il m'a semblé. Donc du coup, j'ai laissé. Sauf qu'avant, j'avais écrit des désirs inassouvis, des besoins en suspens. Et donc là, j'ai échangé parce que je me suis dit... c'est plutôt les désirs qui sont en suspens, comme s'ils n'osaient plus trop désirer, et les besoins qui sont inassouvis. Donc j'ai quand même laissé les deux, parce que pour moi ça ne voulait pas dire exactement la même chose, même si ça peut se confondre, le désir et le besoin. Après j'ai réfléchi à après avoir connu l'osmose, l'apothéose des âmes sœurs. Alors là encore une fois je me suis dit mais est-ce que j'en dis pas trop ? D'un autre côté, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de faire passer, c'est-à-dire que quand on rencontre un peu ce qu'on peut appeler son âme sœur, c'est un peu l'apothéose, quoi. Ça n'arrive quand même pas à tout le monde, qu'une fois dans la vie, et c'est plutôt très rare. Donc, je me suis dit que c'était légitime de le laisser. Après avoir connu l'osmose, l'apothéose des âmes sœurs, tout était retombé au plus bas. Et puis, je me suis dit que j'avais peut-être pas besoin, par exemple, de la précision au plus bas. On se doute bien qu'après avoir connu l'apothéose, on retombe plus bas. Au plus bas, c'est peut-être une supposition superficielle. Donc j'ai enlevé au plus bas. Et je trouve que ça marche mieux. Après avoir connu l'osmose, l'apothéose des âmes sœurs, tout était retombé. On se doute que c'est au plus bas. Et ensuite, j'ai ma dernière phrase qui est « Comment pouvait-il se contenter d'une telle platitude après avoir vécu les flammes de la passion ?» Alors déjà, les flammes de la passion, j'aime pas trop parce que ça ressemble un peu à une phrase toute faite. Mais bon, j'ai pas trouvé autre chose pour faire part de cette idée. Et puis, par exemple, cette question, je me demande vraiment si elle a sa place. Est-ce qu'elle n'est pas en trop ? J'explicite le questionnement de mon personnage à travers cette question. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce que le lecteur, il peut pas lui-même se faire cette réflexion ? Est-ce que j'ai besoin de la partager dans mon texte ? Est-ce que je prends pas trop le lecteur par la main ? Et puis après tout, est-ce que je peux pas laisser au lecteur déduire par lui-même les questionnements de mon personnage ? Eh bien ça, j'arrive pas à y répondre. C'est une question que je vais poser à ma mère, parce que de moi-même, je n'arrive pas à être sûre de la réponse. J'ai peur de supprimer cette phrase et puis du coup qu'on comprenne plus trop la logique qui traverse mon personnage à ce moment-là. Et d'un autre côté, j'ai peur de lui en dire trop. Alors voilà une autre phrase sur laquelle je m'accroche là depuis un petit moment. Donc voilà la phrase. Embrumée, Olivia ne réalisa pas aussitôt ce qu'il se passait. Hypnotisée par l'ombre immobile sur le pas de la porte, elle mit plusieurs secondes avant de comprendre qu'ils étaient au beau milieu de la nuit. Son téléphone affichait 3 heures. Pourquoi Suraj était-il debout en pleine nuit à fumer une cigarette ? Elle s'était endormie dans ses bras et il s'était levé. Était-ce une habitude qu'il avait ? Était-il insomniaque ?
Alors là, je reprends. Pourquoi Souraj était-il debout en pleine nuit à fumer une cigarette ? Déjà, cette question, je me demande si elle est vraiment utile parce que je viens de dire qu'on est au beau milieu de la nuit et juste dans le paragraphe précédent, Souraj est en train de fumer une cigarette. Donc, c'est la première question qui vient au lecteur et on se doute que c'est également la première question qui vient à l'esprit d'Olivia. Mais cette question ne vient apporter aucune précision par rapport à la situation. C'est un peu comme si j'enfonçais une porte ouverte. Donc déjà, on enlève. Alors ensuite, je prends une autre phrase. Embrumée, Olivia ne réalisa pas aussitôt ce qu'il se passait. Hypnotisée par l'ombre immobile sur le pas de la porte, elle mit plusieurs secondes avant de comprendre. Alors là, je me demande, est-ce que je dis pas la même chose entre elle ne réalisa pas aussitôt et elle mit plusieurs secondes à comprendre ? Pour moi, c'est la même chose que je dis de deux manières différentes. Donc, il faut que je trouve à condenser la phrase. Seulement, embrumé et hypnotisé, c'est pas pareil. Donc voilà ce que ça donne. Embrumé et hypnotisé par l'ombre immobile sur le pas de la porte, Olivia ne réalisa pas aussitôt qu'ils étaient au beau milieu de la nuit. Là, je reprends les deux dernières questions et je me demande si elle a les idées assez claires au beau milieu de la nuit alors qu'elle vient juste de se réveiller pour se poser ce genre de questions. Pour moi, ça va un peu trop loin. Donc je reprends un petit peu le déroulement des choses. Au début, elle est embrumée, elle ne réalise pas ce qui se passe, donc elle essaye un peu d'atterrir. Elle reprend un semblant de contact avec la réalité quand elle tombe sur son portable, qui affiche 3 heures. Donc là, d'un coup, elle se dit, bah oui, on est en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et donc, elle essaye de reconstituer ce qui s'est passé la veille avant qu'elle s'endorme. Elle se souvient qu'ils se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Et donc là, il s'est levé. Et il est en train de fumer une cigarette. Pourquoi ? Et je pense que c'est la seule question qu'elle peut se poser dans l'état de sommeil avancé dans lequel elle est. Elle va pas aller plus loin en pleine nuit alors qu'elle vient juste de se réveiller. Donc, j'enlève les deux questions. Ensuite, j'aime pas trop la superposition des adjectifs du début. Je trouve que ça alourdit un peu. Et je me dis que si elle est hypnotisée par l'ombre, c'est qu'elle est encore embrumée de sommeil. Donc, j'ai pas besoin de superposer ces deux adjectifs. La phrase du départ était « Embrumée, Olivia ne réalisa pas aussitôt ce qu'il se passait. Hypnotisée par l'ombre immobile sur le pas de la porte, elle mit plusieurs secondes avant de comprendre qu'ils étaient au beau milieu de la nuit. Son téléphone affichait 3 heures. Pourquoi Souraj était-il debout en pleine nuit à fumer une cigarette ? Elle s'était endormie dans ses bras et il s'était levé. Était-ce une habitude qu'il avait ? Était-il insomniaque ? Et maintenant, hypnotisée par l'ombre immobile sur le pas de la porte, elle ne réalisa pas aussitôt qu'ils étaient au beau milieu de la nuit. Son téléphone affichait 3 heures. Elle s'était endormie dans les bras de Souraj et il s'était levé. Moi, ça me semble beaucoup plus efficace dans cette deuxième formulation. On va plus vite à l'essentiel, et c'est ce que j'essaye de faire avec ce travail de correction. Je n'ai jamais aussi bien travaillé mon texte. Je reprends chaque mot, chaque phrase, pour essayer de déterminer l'idée que je cherche à faire passer, et comprendre quand il y a des répétitions. Et alors, je reste une demi-heure, 1 heure sur chaque page, quoi. Alors c'est sûr que ça va me prendre un temps fou, mais j'ai vraiment l'impression de faire un travail utile et d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, c'est la première fois que je le travaille avec une telle précision. J'essaye de comprendre qu'est-ce que chaque phrase veut dire, pourquoi je l'ai formulée de cette manière. Si je comprends pas bien ou que l'idée me paraît pas claire, j'essaye d'éclaircir en allant au plus simple, en essayant de me défaire un peu de ce style qui peut paraître parfois ampoulé ou poussif, tout ça. C'est passionnant à faire, c'est assez long, ça me demande beaucoup de concentration. Alors j'en profite parce qu'aujourd'hui, je suis assez perspicace, donc j'ai envie de profiter de ma journée. En plus, il fait pas très beau dehors, donc ça me donne pas envie de sortir. Je vais peut-être un peu m'aérer quand même parce qu'à un moment, c'est bien de se changer la tête, mais j'ai vraiment envie d'avancer au maximum, de profiter de l'humeur dans laquelle je suis pour avancer. J'ai une phrase qui dit « Longtemps, ils restèrent ainsi, serrés l'un contre l'autre, dans une étreinte prolongée ». Et là, je note « longtemps et dans une étreinte prolongée » signifie la même chose. Sauf que j'aime bien le terme « étreinte prolongée », donc j'essaye de formuler ma phrase autrement.
Je dis dans une étreinte prolongée, ils restèrent ainsi serrés l'un contre l'autre. Mais de nouveau, serrés l'un contre l'autre, c'est encore étreinte en fait. Donc après je reprends ma phrase, je la formule autrement. Longtemps, ils restèrent ainsi serrés l'un contre l'autre. Ben voilà, j'ai dit ce que je voulais dire, j'ai pas besoin d'ajouter dans une étreinte prolongée. Alors après je dis, bah oui, j'aime bien l'expression dans une étreinte prolongée, mais le problème c'est que ça veut dire la même chose que ils se serrèrent longuement l'un contre l'autre. Donc il y a un moment, faut que je fasse un choix, puisque ça ne marche pas en commençant ma phrase en mettant dans une étreinte prolongée. Je mets ce qui me semble le plus adéquat pour ce moment, qui veut dire longtemps ils restèrent ainsi serrés l'un contre l'autre. Et là, j'ai fait passer mon idée en 2 fois moins de mots. Ensuite, j'ai une autre phrase. Lorsqu'ils se détachèrent l'un de l'autre, Souraj ne chercha pas à dissimuler les sillons humides sur ses joues. Alors, déjà, précédemment, j'ai dit qu'il pleurait. Donc là, cet ajout de sillons humides sur ses joues, alors déjà, je trouve que c'est un peu empoulé dans la manière de dire les choses. Mais bon, j'aimais bien le terme sillon humide, donc je l'ai gardé. C'est souvent ça mon problème, c'est que j'aime bien les petites phrases comme ça, mais ça ne sert pas mon récit. Donc c'est pour ça que je fais ce travail-là, pour me forcer à dire les choses plus directement en fait, et à me débarrasser de mes défauts d'autrice débutante. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il ne cherche pas à dissimuler les sillons humides sur ses joues ? C'est qu'il ne cherche pas à cacher ses larmes au personnage qui est en face de lui. Il tient à ce qu'elle sache qu'il est ému de ce qui vient de se passer. Ok, certes, donc ça correspond bien au personnage, d'accord. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce que cette précision apporte par rapport au récit ? Il veut qu'elle sache qu'il est ému parce qu'il veut l'amener à lui faire comprendre quelque chose. Seulement, l'instant d'après, il est encore dans cette même démarche de chercher à lui faire comprendre quelque chose sans lui dire, qui explique son émotion. Donc en fait, ça fait 2 fois qu'il cherche à lui montrer qu'il est ému. Donc finalement, cette précision qu'il ne cherche pas à dissimuler les sillons humides sur ses joues ne sert à rien. Elle fait que répéter ce que je vais dire ensuite et ce que j'ai dit précédemment. On sait qu'il a pleuré, donc on sait qu'il est ému. Et ensuite, on sait qu'il cherche à faire comprendre quelque chose au personnage en face de lui. Donc, j'ai supprimé cette phrase. J'ai regroupé tout le paragraphe qui, au lieu de 2 phrases, ne devient plus qu'une phrase. Il se formule ainsi. Lorsqu'ils se détachèrent l'un de l'autre, Souraj prit Kumar par le bras d'un geste chaleureux et, la voix éraillée, le lui présenta. Pareil, quand ils arrivent au village de Kadakagaon, là où Souraj emmène Olivia, je dis que le village plut tout de suite à Olivia, avec son identité soignée. Et là, d'un coup, je reprends. Qu'est-ce que je veux dire par là, son identité soignée ? Qu'est-ce qu'un village qui a une identité soignée ? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'idée que je cherchais à développer là. C'est-à-dire que j'avais envie de dire que Kadakagaon a quelque chose d'authentique. C'est un petit village perdu au milieu de la jungle, qui a gardé toute son authenticité du village traditionnel tribal en fait. C'est ça qui plaît à Olivia. Donc en fait, au lieu de dire identité propre, j'ai changé par avec son authenticité, tout simplement. Et je travaille comme ça mon texte. C'est un travail qui est passionnant, mais comme vous vous en doutez, ça prend un temps terriblement long. Le mardi 23 août 2022. Je suis toujours en train de corriger l'Inde de Souraj suite aux corrections avec ma mère. Je viens de travailler 1 heure dessus et j'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de boulot et je n'ai corrigé vraiment qu'une seule page. J'avance très lentement, c'est très frustrant. Du coup, j'ai du mal à voir vraiment les résultats. Et puis j'ai peur qu'à force de trop vouloir tout changer, j'abîme mon texte aussi. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Il y a des choses qu'on écrit de manière instinctive et tel que ça sort, c'est tel que ça doit être. Quand je suis concentrée, je m'arrête sur chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Si un mot me semble employé à mauvais escient, j'essaye vraiment de trouver le bon mot. Si la tournure de phrase me semble maladroite ou qu'elle ne dit pas exactement ce que j'aimerais dire, j'essaye de la changer. Si le paragraphe n'est pas harmonieux, j'essaye de le remanipuler. Etc., etc. Mais des fois, je pense que à force, je m'y perds un peu. Alors autant c'était hyper motivant au début, mais je pense qu'en effet, mon début de mon texte, il avait besoin de ça. Mais ensuite, il me semble que c'est moins le cas.
Quand je m'arrête pas assez longtemps sur une page, j'ai l'impression de ne pas l'avoir bien corrigée. C'est un exercice infini. C'est ça qui est un peu déprimant. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je combine mes séances d'écriture, vu qu'en ce moment j'ai un peu plus le temps puisque je suis en vacances, avec l'écriture d'un autre texte qui soit beaucoup plus dans la création pure, parce que là, c'est quand même assez fastidieux. J'y reviens avec moins de plaisir qu'avant. Puis il y a aussi le fait que comme ça fait tellement longtemps que je travaille sur ce texte, j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais, que je peux éternellement travailler, retravailler le même texte et puis que ça ne sera jamais assez bien. Bon, je pense qu'il avait vraiment besoin d'un grand coup d'élagage, donc les retours de ma mère ont été bénéfiques dans ce sens-là, mais il faut aussi qu'il fasse son chemin, maintenant. Le vendredi 2 septembre 2022. Je suis en train d'écouter le podcast de Jupiter Phaeton. Jupy construit son empire, quelque chose comme ça. Je viens juste de le découvrir. J'étais tombée dessus par hasard il y a quelque temps, puisque j'écoute tous les podcasts qui sortent, ou presque, sur l'écriture. Donc évidemment, à un moment, celui-ci m'a été proposé. Ça fait longtemps que j'entends parler de cette autrice indépendante. Tous les auteurs auto-édités, ou presque, ont l'air de la prendre pour modèle, ça a l'air d'être une nana hyper productive dans sa façon d'écrire, et puis elle a l'air de remporter un grand succès avec ses livres auto-édités, enfin ça a l'air de bien marcher pour elle. J'ai entendu des interviews d'elle où elle était plutôt intéressante dans sa manière d'évoquer les choses, et donc là j'écoute son podcast, et évidemment il y a énormément de choses qui me parlent. Bon, moi je me reconnais pas du tout dans le côté challenge, dans son côté travailleuse à fond. Enfin, moi j'ai trop besoin de moments de détente, de moments où je prends du temps pour rien faire en fait. Je suis loin d'être aussi bourreau de travail qu'elle, mais en tous les cas, c'est très inspirant sur toutes ses réflexions. C'est très inspirant de voir aussi son parcours, comment elle se construit peu à peu une carrière d'écrivaine. Alors certes, écrivaine auto-éditée, mais j'ai l'impression qu'elle s'en sort plutôt bien. Moi, je me pose toujours la question de l'auto-édition. C'est pas quelque chose sur quoi j'ai mis une croix, même si pour l'instant, je franchis pas le pas. Il y a quand même quelque chose à faire avec l'auto-édition. C'est juste que j'ai l'impression que quand on fait de la blanche, c'est pas forcément adapté. J'ai l'impression que l'auto-édition, c'est bien quand on est un peu monogenre quelque part, c'est-à-dire que voilà, on écrit que de la comédie romantique ou que du polar ou que machin, et donc du coup, en fait, les lecteurs qu'on a déjà commencé à avoir avec ses premiers romans, ils en redemandent et ils veulent lire toujours la même chose. Et ça, ce côté-là, ça me gêne parce que moi, j'ai pas envie d'écrire dans un seul genre, quoi. J'ai envie d'écrire ce qui jaillit au moment où j'ai envie de l'écrire. Enfin, ceux qui suivent mon podcast depuis le début voient bien comment j'interagis avec les idées que j'ai. Je peux pas écrire quelque chose parce que c'est dans le genre où je me suis fixée. Enfin, c'est pas possible. J'ai plusieurs romans en cours d'écriture. Mon premier, c'est une pseudo-autofiction, roman de fiction pure, entre le récit de voyage, le roman d'aventure et l'histoire d'amour. C'est de la littérature blanche, on va dire. Le deuxième, ça serait plutôt une genre de comédie romantique, mais en mode série humoristique. Le troisième, ça serait plutôt de la fantasy. Et puis j'ai encore un autre livre de littérature blanche avec les deux sœurs. J'ai pas du tout un genre de prédilection. Je n'ai pas envie de me cantonner à un genre. J'ai envie d'écrire ce qui me porte au moment où je l'écris, en fait. Et puis il y a vraiment le côté solitaire qui, moi, ne me convient pas. J'ai besoin d'un travail en équipe, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de bouger, et l'écriture c'était quand même un truc très statique, et tout ce qui s'accompagne, enfin imaginons que je devienne auteur auto-édité, ça veut dire qu'il faut faire de la promotion. J'avoue que ça c'est vraiment une partie qui me gave, mais bon, en même temps, si c'est pour promouvoir mes livres, peut-être que ça sera plus amusant que toutes les animations de réseaux sociaux que j'ai pu faire auparavant. Faire mon podcast, j'adore le faire, donc là, ça ferait partie de la promotion de mes livres, et ça serait pas du tout une contrainte pour le coup, je trouve ça plutôt très intéressant, mais ce serait que des activités à faire toute seule chez moi dans mon coin. Et ça, franchement, il faut que je le compile avec quelque chose où je suis en commun avec des personnes. Je n'ai pas encore trouvé quoi faire. Mais ce que je trouve très intéressant, pour en revenir à ce podcast que je découvre, c'est de découvrir tout le parcours qui va au-delà, en fait, un petit peu de l'écriture,
de cette personne. Et en plus, je pense qu'elle a peut-être un peu préécrit son propos, ou peut-être pas, mais en tous les cas, ces podcasts sont très structurés, ils sont courts, ils sont incisifs, ils vont à l'essentiel, elle se répète pas, elle nous raconte une histoire, elle finit souvent en plus ces épisodes par un espèce de cliffhanger, ce qui fait qu'on a envie d'enchaîner sur l'épisode suivant. C'est plutôt pas mal construit. C'est pas du tout comme un journal de bord, comme j'ai eu tendance à en écouter, comme moi je fais le mien. Et du coup, ça marche bien parce qu'on comprend un petit peu tout son parcours, toutes ses réflexions et tout ce qui a fait qu'elle en est arrivée où elle est aujourd'hui. Alors, j'ai encore jamais rien lu d'elle. Le gros doute que j'ai, et ça elle en parle d'ailleurs dans le podcast que je viens d'écouter, dans l'épisode que je viens d'écouter, ça me semble aberrant d'écrire des livres aussi rapidement, d'être aussi productive qu'elle peut l'être, et que ce soit de qualité. Ça c'est un truc qui me paraît complètement fou. Ne serait-ce que dans le fait que je pense que pour avoir du recul sur son texte, il faut le laisser reposer. Au moins un mois entre chaque étape. Bon bah déjà rien que ça prend du temps. Et en plus de ça, alors peut-être qu'on peut en avoir plusieurs en cours, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Et peut-être que une fois qu'on a acquis un peu d'expérience, on va sans doute beaucoup plus vite, 10 fois plus vite sans doute que ce que j'ai dépensé de temps pour l'Inde de Suraj qui n'est encore toujours pas fini à ce jour. Mais déjà l'Inde de Suraj, c'était mon tout premier roman. J'ai pas du tout, mais ça je l'ai souvent dit, je le répète encore, j'ai pas du tout choisi la facilité pour ce premier texte. J'avais tout à apprendre dessus. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'avais juste les bases déjà. Donc c'était un travail énorme, ne serait-ce que au niveau des descriptions, de la psychologie des personnages, de la structure du récit, comment faire d'un récit une fiction. Je pourrais faire une liste immense avec toutes les choses que j'avais à apprendre et que j'ai dû un peu débroussailler pour ce premier texte. Et comme je les ai apprises toute seule, un peu en me débrouillant dans mon coin, évidemment, c'était extrêmement long. Et puis après, j'ai perdu du temps à faire des choses qui n'étaient pas forcément très utiles, que je referais pas pour des prochains textes, etc. En fait, c'est comme si j'étais partie dans la jungle et que j'étais avec mon coupe-coupe et que j'avais dû débroussailler le chemin devant moi. Et puis, pour un deuxième roman, si je reprends la même route, alors il y aura peut-être quelques petits chemins de traverse parce que j'aurais pas envie d'être exactement sur la même voie, mais en même temps, il y aura déjà un gros débroussaillage qui aura été fait. Et donc, du coup, j'irai beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, la preuve en est que mon deuxième roman, L'essai comique, je l'ai écrit beaucoup plus rapidement. J'en suis à un stade pas aussi avancé que l'Inde de Suraj, mais pas loin. Et le résultat me satisfait déjà pas mal tel qu'il est, alors que j'ai passé 10 fois moins de temps que sur l'Inde de Suraj. Je crois qu'en tout, je sais pas, j'ai dû 2-3 mois, quelque chose comme ça. J'ai pas mon temps en tête parce que justement je calcule toujours mes temps pour savoir un peu combien de temps ça me prend d'écrire un livre. Mais bon, aussi, il faut dire que c'est 2 fois plus court que l'Inde de Suraj. L'Inde de Suraj, j'en suis à peu près à 270 pages. Ça fait plus de 140 000 mots. L'essai comique, voilà, c'est moitié moins. Bon, tout de suite, ça change la donne au niveau du temps de travail passé dessus. Peut-être que c'est possible d'écrire un bon texte en peu de temps. Il faudrait déjà que je lise pour faire ma propre opinion. Il faudrait que je lise, en fait, des auteurs auto-édités pour me rendre compte de ce qu'ils écrivent. Mais c'est vrai que, pour le moment, ça ne m'a pas donné... Enfin, tous les auteurs que j'ai pu entendre dans différents podcasts, dans différentes vidéos YouTube ou peu importe où, ça ne m'a jamais donné envie d'aller jusqu'à faire l'effort, entre guillemets, d'aller acheter leurs livres. J'avais toujours l'impression qu'il manquait d'un travail éditorial qui permet d'obtenir un recul sur son texte que seul on est incapable d'avoir. Je n'en démords pas et pour moi, un bon texte, c'est un texte qui a fait l'objet d'un examen externe. Après, je sais qu'il y a des auteurs édités en maison traditionnelle qui ne font pas ce travail avec un éditeur, quoi. Mais dans ces cas-là, je vois pas l'intérêt d'être en maison d'édition. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de s'auto-éditer. Après, ils ont peut-être pas envie de s'embêter avec tout ce qui va avec l'auto-édition, ce que je comprends tout à fait, Moi non plus, faire ma couve moi-même, ça m'enchante pas plus que ça. Faire appel à un correcteur d'orthographe, non plus. Déjà, faut le chercher, faut le trouver, faut trouver ses bêta-lecteurs. Là, par exemple, pour l'essai comique, je l'ai fait lire à une personne, parce qu'il y a qu'une personne à qui je pouvais le faire lire. Là, c'est ma mère qui a lu l'Inde de Suraj dernièrement, et ses retours qui sont hyper intéressants, ils me font vachement avancer, mais clairement, l'essai comique, je ne peux pas le faire lire à ma mère. C'est beaucoup trop intime, c'est des sujets
avec lesquelles j'ai beaucoup débattu avec elle. Elle va être mal à l'aise, moi je serais mal à l'aise aussi qu'elle les lise. Peut-être aussi que c'est trop précoce dans mon travail pour lui faire lire. Enfin, pour l'instant, c'est hors de question que ce soit elle qui le lise. Et là, j'ai personne d'autre. Et je vois pas à qui demander. Comme il y a moins de travail autour du texte, j'ai un peu peur que ça soit con pour une personne qui me connaît pas. J'ai toujours peur d'écrire des conneries, en fait. D'écrire des choses pas intelligentes, niaises. J'ai toujours peur de ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette peur, mais j'ai peur d'être niaise, quoi. Et comme j'ai pas assez travaillé mon texte, je me dis ça manque de profondeur. Le samedi 10 septembre 2022. Je suis contente parce que hier soir, je ne suis pas sortie et du coup, ce matin, je me suis levée tôt, vers 6h, sans avoir mis le réveil, ce qui est quand même assez extraordinaire, sachant que je suis très fatiguée en ce moment. Et du coup, depuis 6h25, je me suis mis à écrire et je fais une super séance d'écriture. Je m'arrête 5 minutes parce que j'avais envie de partager mon enthousiasme par rapport à ce que je viens de découvrir en retravaillant mon texte. Là, je retravaille un chapitre, enfin le passage d'un chapitre. Les retours que j'ai eus par rapport à ce chapitre, c'est qu'on ne comprend pas dans quel état d'esprit est Olivia. On aimerait savoir ce qu'elle ressent à vivre tout ça. C'est la première soirée qu'elle passe dans la famille du guide. C'est la première soirée qu'elle passe en immersion, on va dire, dans un petit village dans la jungle. Et en fait, je reste assez factuelle et on comprend pas trop qu'est-ce qui traverse mon personnage. Là où il faut que je m'améliore, c'est que soit je prends trop le lecteur par la main, soit pas assez. Et donc en fait, il faut vraiment que je travaille cet équilibre entre les deux. Des fois, je veux vraiment lui faire comprendre l'incompréhensible sans lui donner les clés, et d'autres fois, je veux tout lui expliquer dans le détail. C'est là où c'est pas simple pour moi. Bref, pour ce moment-là, j'essaye de comprendre déjà, de me plonger un peu dans l'ambiance de ce moment, de comprendre ce qui peut traverser mon personnage. Du coup, je m'arrête sur chaque chose que j'écris dans ce passage et j'essaie de comprendre comment elle se sent, quelle réflexion la traverse, qu'est-ce que ça provoque en elle. Et là, par exemple, à un moment, je parle d'un feu qui a été allumé sur la terrasse. Et jusqu'à présent, ce feu ne servait qu'à colorer l'ambiance de reflets rouge-orangé, on va dire, de donner une ambiance un peu feutrée, chaleureuse à ce moment. Mais c'était très visuel finalement. Et là, en travaillant ce passage, j'en suis venue à l'idée que en fait, ce feu a quelque chose de rassurant pour elle, parce que ça lui rappelle les flambées dans la cheminée de ses parents de son enfance. Donc finalement, ce feu, au-delà de jouer sur l'ambiance du soir, a quelque chose de rassurant, de protecteur. Du coup, ça va beaucoup plus loin que ce que j'avais au départ. Et puis là, ça me permet de dire comment Olivia se sent. J'ai pas besoin de dire qu'elle a l'impression de replonger en enfance ou de se sentir protégée. La manière dont j'écris les choses, je fais passer ce message au lecteur. Je suis assez contente de moi. Voilà, j'avais envie de partager cet enthousiasme parce qu'en fait, quand on creuse les choses comme ça permet de faire jaillir des idées qu'on n'avait pas forcément en tête au départ. C'est vraiment ce que j'adore. C'est pour ça que je me passionne pour le retravail autour de mon texte, parce que à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui surgissent et je vais toujours plus loin sans détériorer la qualité de mon texte, mais plutôt en l'approfondissant. C'est vraiment un travail passionnant. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Et si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, des conseils à partager, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.